Donc, j'enregistre. Alors, donc, je vous explique le thème de la séance d'aujourd'hui, qui n'est pas une vraie séance, à vrai dire. C'est une séance que j'ai voulu faire parce que je recevais pas mal de questions et des fois, je préfère répondre tout d'un trait. En tout cas, ceux qui ont des questions, c'est intéressant de pouvoir les poser. Alors, soit, donc on a une petite demi-heure, hein, donc soit je vous réponds du tac au tac, si je pense que ça ne nécessite pas de voir le schéma, et soit sinon, je peux très bien éventuellement vous montrer des schémas, donc j'ai tout, je vous fais une partage d'écran et je vous dis tout. Bon, alors, je sais pas, vous êtes 14, on va pas attendre les autres qui arrivent, hein, peut-être que vous êtes que 14 d'ailleurs, et donc c'est très bien pour les autres qui ont tout bien compris. Je suis tout oui, donc celui qui a des questions, voilà, le premier est servi. Alors, dites-moi tout. Ne vous battez pas, hein. Surtout, ne vous battez pas parce que je risque d'être submergé de questions. Oui. Ah, Alors, il y avait une petite question. dis-moi, Loris, ouvre le bal. Alors, tu as coupé ton micro, Loris. Oui, pardon. Voilà, Parce que c'est un push to talk et quand je passe sur une autre fenêtre, du coup, ça coupe. il n'y a aucun problème. Ouais, du coup, c'était au niveau du, des protéines matricielles de la mitochondrie, à savoir si elles deviennent matures une fois qu'elles ont été clivées ou si ça n'a rien à voir le clivage, en fait, ou si c'est directement lié à ça. Ok. C'était pas très clair. D'accord, oui, oui. Alors, j'ai compris ta question. Alors, je vous explique. Comme dans toute importation, ok, dans tout, le fait d'aller dans un endroit dans la membrane plasmique, dans la mitochondrie, dans où ce que vous voulez, à partir du moment où cette protéine est dans le compartiment, et peu importe quel compartiment, c'est une protéine qui est déjà mature. Ok. C'est-à-dire qu'une protéine qui est directement dans un endroit, et là tu me parles d'une mitochondrie, donc si la protéine est directement dans la mitochondrie, c'est qu'elle est déjà mature. Il n'y a pas de maturation pendant l'importation. À partir du moment où elle est importée, elle est déjà mature. Ok, donc d'abord, donc elle passe par le ribosome. Donc si on fait l'histoire de cette protéine, de la matrice dont tu me parles, de la mitochondrie, donc d'abord, elle a été l'ARN messager est sorti donc du nucléoplasme, est passé par les pores nucléaires, a rencontré un ribosome libre. Vu qu'elle n'avait pas de signal d'adressage, elle est restée dans le cytosol. Elle a commencé sa synthèse dans le cytosol. Elle a subi une maturation dans le cytosol. Alors je rappelle que pour une protéine qui appartient au système endomembranaire, ben, la maturation se fait dans le Golgi, entre autres. Mais ici, non, ça se fait dans le cytosol directement. Et donc, à partir du moment où la protéine est mature, là, à ce moment-là, elle peut être importée. Et là, on va lui accrocher, enfin, où ça va se démasquer, on va lui mettre un signal d'adressage qui va lui permettre d'aller, ben, dans ton cas à toi, dans la mitochondrie. Puis elle va passer par Tom, puis elle va passer par Tim, ok, donc dernier schéma du chapitre 5. Et là, on va lui cliver ce signal d'adressage qui est clivé par, je répète, une protéase de la famille AAA. Ok. Et donc là, donc voilà, pour répondre à tes questions, j'ai été un peu plus long parce que je voulais vraiment que tout le monde soit clair dans le cheminement des choses. Donc pour répondre à tes questions, non. La protéine, lorsqu'elle est dans la matrice, elle est déjà mature depuis un certain nombre de temps. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors oui, mais la vraie question, c'était lié directement à la question du QCM qui dit qu'elle devient mature uniquement après l'action des protéases triple A. Mais dans le cours, c'est pas clairement énoncé. Alors, euh, alors je ne sais pas si le bon terme c'est mature, mais si tu veux, cette protéine-là en question, elle peut jouer maintenant son rôle qu'à partir du moment où on le clive. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle la maturation. Alors, peut-être, hein, c'est-à-dire presque avec le signal d'adressage, elle ne peut pas jouer son rôle. Mais de toute façon, c'est une protéine de la matrice, donc elle ne peut pas jouer son rôle dans la cytosol. Ça va de soi. Donc, Hmm. peut-être qu'effectivement, que lorsqu'elle arrive dans la matrice à mitochondrie,
elle est encore amputée de quelque chose, disons, enfin, elle a un truc en plus, eh ben, on va lui couper ce truc en plus qui va lui donner maintenant sa véritable fonction. Donc, est-ce que ça rentre dans ce qu'on appelle la maturation? Ouais, je serais pas pour dire que c'est faux. Ok, Bah, je peux c'est le entendre en tout terme cas que ça uniquement, en rentre dans le fait. cadre, mais c'est pas la maturation dans le sens où on va lui rajouter du sucre, on va lui rajouter des phosphates, etc. C'est pas dans ce sens-là. Effectivement, c'est peut-être comme un précurseur en fait, comme tout précurseur. Ben, quand on lui enlève la partie du précurseur, ben, il devient complètement actif. Ok. Ok. Ok, je prends ça comme un bon. Oui, oui, je dis ok. Ok, c'est parfait. Alors, une autre question. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Oui. Mais c'est sur l'apocrinie. C'est quoi exactement l'apocrinie? Alors, qu'est-ce que c'est l'apocrinie? Alors, ça, j'ai besoin de vous montrer un schéma. Alors, l'apocrinie, on ne le retrouve pas dans 20 000 schémas. On le retrouve que dans certains schémas. Euh, le schéma, en tout cas, principal qui le montre, c'est dans la matrice extracellulaire, donc dans le chapitre numéro 3. Donc, tout le monde voit mon écran de partage. Euh, et donc, dans le chapitre numéro 3, il y a plusieurs schémas qui vous montrent. Alors, il y a un schéma global qui est ici. Alors, je vais vous montrer. Non. Moi, je l'ai vu dans le chapitre sur le système endomembranaire. Sur le système endomembranaire. C'est possible qu'il y soit, mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Donc, ici, c'est la figure 12 du chapitre 3. C'est cet endroit où on le voit. Alors, l'apocrinie, c'est très simple. C'est un moyen qu'a un élément du cytosol, qu'on voit ici, de pouvoir sortir de la membrane de la cellule en emportant avec lui un débris, si vous voulez, de membrane plasmique. Okay, puisqu'à chaque fois qu'on sort ou on rentre, dans tous les cas, il y a de la membrane plasmique qui arrive, okay, qui se reconstitue, mais il y a la membrane plasmique qui se fait avoir. Donc là, en fait, c'est un peu particulier parce que, comme je vous dis depuis le début, pour qu'il y ait exocytose, okay, donc déformation de la membrane plasmique, donc c'est-à-dire vésicule ici, c'est forcément un élément du système endomembranaire. Okay, ça, c'était la base. Okay, tous ces petits points-là que vous voyez, c'est du système endomembranaire. Bah, est-ce que pas faire quelque chose du cytosol? Je prends un exemple. Quand on parlait des hormones stéroïdes, par exemple, okay, qui sortent, je vous rappelle, par la perméase ABC, ici, okay, vous vous rappelez, l'hormone stéroïde, bah, l'hormone stéroïde ne peut pas sortir par exocytose parce que c'est un élément, même si ce n'est pas une protéine, et c'est pour que vous compreniez, c'est un élément du cytosol. Donc normalement, les éléments cytosoliques, pour sortir, s'ils veulent sortir, ils doivent passer par une perméase. Ici, c'est entre guillemets un peu un mix entre les deux, puisque ici, on a un fragment du cytosol qui sort avec une déformation de la membrane plasmique et qui va sortir ici. Ça, c'est le premier schéma, on peut le voir. Donc, c'est pas une exocytose, c'est pas une sécrétion par une perméase, c'est une apocrinie. C'est une autre façon de sortir de la membrane plasmique, de la cellule. Alors, je ne sais pas s'il y a une définition claire ici. Je vais voir ici peut-être un peu en amont. Mais voilà. Alors voilà, apocrinie, tu vois ici dans la définition, bourgeonnement de la membrane plasmique, formation d'une vésicule contenant le matériel à exporter et un peu de cytosol. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de cytosol, ça ne sert à rien. Okay, donc ici, en gros, c'est presque, on dirait, c'est la membrane plasmique qui emporte avec lui du cytosol. Et le seul exemple qu'on a de l'apocrinie dans le BioC, en tout cas un exemple concret, c'est le cas du virus. Okay, je vous avais montré dans le chapitre 7 qu'on va voir demain comment un virus fait pour rentrer dans la cellule, et ici, il vous montre comment il sort de la cellule. Donc ici, c'est très simple. Le virus en question, pour sortir, il va utiliser le phénomène d'apocrinie. Bon, je répète qu'avant ça, il utilise une exocytose, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses émissaires par exocytose au niveau de la membrane plasmique, au niveau des radiolipidiques, c'est glycoprotéines virales, qui vont former un coussin ici au niveau de la membrane plasmique, ici. Et après, le matériel cytosolique va sortir, donc la capside plus le génome va sortir
à ce niveau-là, donc au niveau du radiolipidique, et va sortir par le phénomène d'apocrynie. Donc, au niveau de la membrane plasmique apicale, c'est le virus de la grippe qui va sortir. Au niveau de la membrane plasmique basolatérale, c'est le virus de la stomatite qui va sortir. Donc, tout simplement. Est-ce que Ok. j'ai. Alors, donc, Ouais, ça, c'est clair. voilà, ça, c'est le truc principal qu'il faut savoir sur l'apocrynie. Après, quand on arrivera au chapitre, je sais que tu prends un peu d'avance au ZM, quand on arrivera au chapitre 8, ou même en message privé, voilà, avec plaisir, on en parle. Mais voilà, il y a tout ici. En tout cas, c'est les 2 étapes du virus pour pouvoir faire en sorte que la protéine sorte. Autre question? Alors, excuse-moi, d'abord, j'ai répondu à ta question, ZM? Ouais, merci. Très bien. Autre question? Moi, j'avais une question, Dan. Oui, Je voulais c'est savoir, est-ce que la phosphorylation, ça entraîne toujours après une ubiquitinisation? Alors, qui c'est là qui parle? C'est Kate? Est-elle? Ah, Ethan, excuse-moi. Alors, la phosphorylation, alors, je vais m'amuser, je vais regarder, on va voir le chapitre 4 pour que vous voyez bien une des premières fois qu'on voit la phosphorylation. Donc, la phosphorylation, c'est donc, alors, en termes techniques, c'est ce qu'on appelle une modification post-traductionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une modification post-traductionnelle? C'est très simple, c'est que c'est une modification qui est… Ah voilà, en plus il y a marqué ici, c'est une modification apportée à la cellule, à la protéine, excusez-moi, après sa traduction. Ok, donc on a fini de la traduire, maintenant on va lui rajouter des choses, des sucres, ici c'est du phosphate, etc. Et la phosphorylation, donc il y a plusieurs choses, plusieurs manières de rajouter les choses après la traduction. Ben, il y a la phosphorylation, il y a la glycosylation, ok. Il y a l'acylation. Alors, l'acylation, c'est le fait de mettre un acide gras. Ou bien, on peut ici, par exemple, mettre une ubiquitination. Alors, pour répondre à ta question, ici, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la phosphorylation, ça a comme effet, dans ce cas-là, d'entraîner une endocytose. C'est-à-dire qu'ici, le phosphate, la kinase, excuse-moi, va permettre la phosphorylation du domaine intracellulaire de ce récepteur, qui va entraîner donc une endocytose de ce récepteur. Il va aller, ok, après se faire ici endocyter et va aller vers l'endosome. On avait vu aussi, je pense que tu te rappelles, concernant le NF-kappa B, que la phosphorylation avait également un autre rôle qui n'avait rien à voir, qui n'était pas le même que ce que je viens de te dire, voilà ici. C'est qu'ici, la phosphorylation n'a pas comme effet de créer une endocytose, puisque ce complexe-là, il est dans le cytosol, mais il va permettre de le faire dégager. Okay, donc ici, quand tu phosphoryles grâce à la kinase le I-kappa B, ça va permettre ici au I-kappa B de dégager, de se faire polyubiquitinyler. Donc c'était peut-être un peu le sens de ta question. Et à la fin, on rentre dans le protéasome. Donc pour répondre concrètement à ta question, en fait, ici, de ce que vous connaissez pour le moment, il n'y en a pas vraiment d'autres possibilités dans tous les cas. La phosphorylation, soit elle a comme but de créer une endocytose pour faire en sorte que la protéine aille jusqu'à l'endosome, ok. Soit la phosphorylation ici, elle a comme but le détachement d'une sous-unité quelconque et l'amener, ok, mais encore une fois, ce n'est pas la phosphorylation, mais amener dans un deuxième temps à une ubiquitination pour l'amener vers le protéasome. Et donc là, effectivement, quand ça touche le protéasome, après, ça se fait détruire. Donc, ça, c'est les 2 endroits, les 2 voies possibles de la phosphorylation. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 c'est bon, c'est clair. Merci. Parfait. Alors, autre question. Moi, j'ai juste une petite question Et pourquoi il n'y a pas de petites questions, hein. sur la Toute question est bonne. glycosylation. Tu sais, sur les Alors. N et les C. Les N et les C glycosylation. Alors, NSC glycosylation, oui, c'était quoi ta question? Juste comme ça se fait forcément dans le REG, on peut jamais trouver donc forcément les protéines qui sont N-glycosylées ou C-glycosylées sont forcément du système endomembranaire. On peut jamais trouver une protéine du non-système endomembranaire avec une N ou C glycosylation. Exactement. Alors, qui c'est qui me pose la question? Je ne sais pas. C'est Raphaël, Usan. Raphaël. Alors, ça, effectivement, donc on l'avait vu, me semble-t-il, un des premiers cours, ok, enfin pas des premiers cours, mais pas loin en tout cas.
Donc ça, c'est dans le chapitre 2 que tu trouveras, même si on en reparle bien comme il faut. Alors, je sais pas pourquoi c'est descendu, cette merde. Bon, c'est pas grave. Dans le chapitre 8, On en avait bien parlé dans le chapitre 2, mais tu le retrouveras dans le chapitre 8. et voilà, c'est pour ça. Voilà. Il y a une Donc, c'est différence. Tu as sûr vu que- comme je lis dans tes pensées? Il y a une différence entre dans la glycosylation où elle se met, ok, à quel endroit de la protéine elle se met dans le but final, dans la protéine mature, ok. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois une protéine mature, ou peu importe où elle est, tu peux savoir est-ce qu'il y a de la N-glycosylation et où et quand, ok. Et la deuxième information, c'est à quel moment et où elle s'est mise en amont. Okay, encore une fois, je répète, ça rejoint un peu la question de Loris du début. Une protéine, lorsqu'elle est dans la membrane plasmique, lorsqu'elle est dans la mitochondrie, lorsqu'elle est où vous voulez, elle est déjà mature. On ne la touche plus, cette protéine. Elle est déjà dans son endroit, c'est fini. Mais maintenant, la question, c'est de savoir en amont, qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, la glycosylation en question, elle se fait toujours en amont de la protéine, où elle se met. Et en fait, c'est très simple. C'est que la N, alors ça, vous pouvez le voir, je ne vais pas le voir maintenant parce que ça serait peut-être un peu long, mais la N et la C-glycosylation se déroulent, ok, dans le REG. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple d'une protéine qui va dans la membrane plasmique et qui a eu N et une C-glycosylation. Okay, exemple typique. Si on fait l'histoire de cette protéine, c'est juste qu'à la base, lorsqu'elle est née, elle est allée vers le RE. Très bien. Elle est passée par le translocon. Très bien. Lorsqu'elle est passée par le translocon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans le REG. Et là, à ce moment-là, elle commence, lorsqu'elle est totalement synthétisée, elle commence à subir des maturations. On va lui rajouter des sucres. Et c'est là, à ce moment-là, où on peut, ou pas, hein, mais on peut lui rajouter de la N ou la C-glycosylation. Okay, donc la N et la C-glycosylation, ben, la N se fait sur le domaine asparagine, sur l'acide aminé asparagine, ok, bon, et la C-glycosylation sur le domaine tryptophane, ok, sur cet acide aminé-là. Et donc, puis après, elle va vers le Golgi, et c'est là, à ce moment-là, elle peut, encore une fois ou pas, recevoir une haute glycosylation. Donc, la haute glycosylation ne peut jamais se faire dans le REG, comme la N et la C ne peut jamais se faire dans le Golgi. Puis après, le reste, lorsqu'on lui a mis les sucres, etc., elle va à ce moment-là vers la membrane plasmique. C'est ce qu'on appelle le flux vectoriel membranaire et permanent. Elle va vers la membrane plasmique pour après jouer son rôle. Et c'est là où tu vas te dire, il y a la N, il y a la C, il y a la haute glycosylation. À quel moment et où se sont mis ces N, ces C et ces hautes glycosylations? Donc effectivement, dans ce que tu m'as dit, la N et la C-glycosylation ne peut se retrouver que sur des protéines qui appartiennent au système endomembranaire, c'est-à-dire une protéine dans le REG par exemple, une protéine dans la membrane plasmique, une protéine dans le Golgi, peu importe les endroits où sont mis les protéines, dans tous les cas, quand il y a une N et une C-glycosylation, tu es sûr que c'est une protéine qui a été synthétisée à partir du REG. Maintenant, la seule exception, c'était la O-glycosylation. Dans la O-glycosylation, effectivement, elle peut soit se faire dans le Golgi, donc c'est une protéine qui est passée par le REG Golgi, donc une protéine du système endomembranaire, mais la O-glycosylation, sa particularité, c'est qu'elle peut aussi se fixer sur une protéine cytosolique, okay, dans le cytosol. Okay, donc la O-glycosylation, c'est l'exception, peut se fixer aussi dans le cytosol. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, parfait. Merci beaucoup. Autre question? J'avais encore une question, Dan. Oui. Comment on Ben, sait s'il y a personne qui veut s'exprimer, tu as tout à fait le droit. Vas-y. comment on sait que, par exemple, l'endocytose, elle va amener vers un endosome ou un lysosome? Enfin, par exemple, la phosphorylation, Alors, vas-y, je te laisse. ça crée une endocytose qui va amener vers l'endosome. Et Alors, pourquoi c'est pas il faut que tu saches que. Alors, je vais faire une digression aujourd'hui, c'est que pour vous. Hein. Je n'ai pas le droit de le faire d'habitude, mais je me prends l'autorisation. Je vais vous montrer un schéma du chapitre 11. Ne soyez pas trop émus parce que vous risquez d'avoir des larmes de joie qui vont tomber. Alors, dans le chapitre 11,
dans le chapitre 11, alors je vais agrandir ce schéma. C'est dommage qu'il ne soit pas. Ah oui, oui, c'est nickel. Je vais agrandir ce schéma. Alors, dans le chapitre 11, on va beaucoup parler de ces choses-là, Ethel. Des endocytoses, des phosphorylations, etc., etc. Ah non, c'est Et vrai. en fait, il faut que tu saches qu'à partir du moment où il y a une endocytose de quelque chose, c'est jamais bon signe pour la chose. C'est-à-dire, une endocytose signifie obligatoirement qu'une protéine, elle va finir ici, tu vois, dans le compartiment lysosomal. Donc ici, on est au niveau de la figure 15 du chapitre 11. On parle de l'insuline, on parle du glucagon, et on voit qu'il y a différents types d'endocytose, peu importe, je ne suis pas là pour le décrire le schéma, mais tu vois qu'à partir du moment où il y a une phosphorylation, tu vois ici, les petites trucs, les petites étoiles, c'est des phosphorylations, à ce moment-là, il y a une endocytose. On passe par plusieurs types d'endosomes, vous allez en connaître deux. Endosome précoce, à un pH 7,4, endosome tardif qui a un pH à peu près à 6, qui est un peu plus acide. Et l'objectif final, c'est qu'après, tout ça se fasse hydrolyser dans le lysosome. Donc, a priori, je n'ai pas de contre-exemple. À partir du moment où on est passé par un endosome, donc forcément, okay, on va aller dans un lysosome. Okay, c'est le chemin classique. Après, il peut y avoir des recyclages. Tu vois ici, ce récepteur en question. Et vous avez vu dans le cas du LDL, hein, d'ailleurs, je n'étais même pas obligé d'aller jusqu'au chapitre 11, hein, dans le cas du LDL, vous voyez que le récepteur, il peut revenir ici et être recyclé. Pareil, le récepteur ici va être recyclé. Donc lui, il ne va pas atterrir jusqu'au lysosome, mais le glucagon ici, l'insuline ici, lui, va être hydrolysé. Alors, je reprends, juste quand j'ai dit tout à l'heure, c'est jamais bon signe, d'aller dans le lysosome, c'est pas une question de mauvais ou ça peut être bon aussi. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un changement global dans un recyclage des choses. Mais voilà, en tout cas, il y a une destruction. Voilà, il y a une destruction. Forcément, s'il y a une endocytose, endosome, forcément, ça va dans le lysosome. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Ok, oui, oui, c'est bon. Parfait. Alors, next. J'ai hâte de tomber sur une question que j'arrive pas à répondre. Hein. Vous savez, je suis très chaud là. Hein. C'est impossible, ça. Ah, alors ça, crois pas. Il faut que tu saches que mon objectif premier, c'est un objectif caché, mais mon objectif premier, c'est d'arriver à faire en sorte que vous soyez plus fort que moi. Alors, c'est pas arrivé souvent, mais je vous assure qu'à la fin, vous serez plus fort que moi. Alors, j'espère pas au mois de juillet ni de août, parce que sinon c'est la honte pour moi. Mais j'espère qu'au mois de novembre, décembre, même avant, je l'espère, vous serez plus fort que moi. Pas dans mes dans les schémas, parce que dans les schémas, je vous massacre. Mais dans les connaissances, à bout d'un moment, c'est le but, c'est que vous soyez plus fort que moi. Donc ça, je serai très fier et pas dégoûté. Alors, autre question. C'est tout clair pour tout le monde. Ceux qui ont déjà parlé, vous pouvez reparler. Hein. Ça n'embête pas. Hein. Moi, du coup, j'ai encore une question. Ben oui, non mais attends, dis-moi. Est-ce Bien que sûr. une peptidase, c'est une protéase? Alors, bon là, j'ai pas besoin de schéma pour te le montrer, mais en fait, une peptidase, ok. Alors ici, je vais juste ici arrêter le partage. Une peptidase, c'est en fait, c'est quoi la différence entre un peptide et une protéine? Très simple. La protéine, c'est un enchaînement de beaucoup d'acides aminés. Un peptide, c'est un enchaînement d'une quantité d'acides aminés beaucoup moins importante. Donc, une peptide, c'est une petite protéine. Donc, en gros, une peptidase, ok, c'est ce qui va couper un peptide. Donc, de dire qu'une peptidase, c'est pas qu'une protéase, dans la nature, c'est vrai. Mais dans la réalité, c'est la même chose, sauf qu'une peptidase, c'est pour un truc plus petit. Ouais, excusez-moi. Voilà, donc la peptidase et la protéase, c'est que la protéase coupe la protéine, la peptidase coupe le peptide. Et c'est ce Ok. qu'on voit d'ailleurs dans la protéine ERAP, la peptidase ERAP, qui coupe le peptide
après être passé, alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je vais repartager mon écran, je sais pas pourquoi je me suis arrêté d'ailleurs. Ça, c'est ce que vous voyez dans le chapitre 4. Ouais, c'est au début même du chapitre 4, ici. Donc ici, tu vois ici la peptidase qui coupe ici le peptide antigénique. Ok, donc le peptide antigénique qui est passé après, donc tu vois qu'ici on est passé d'une protéine, lorsqu'on passe par le protéasome, à un peptide. Okay, et donc le peptide antigénique va passer par le transporteur TAP, à ne surtout pas confondre avec le translocon, bien évidemment. La peptidase coupe le peptide, et ce peptide-là, qui est encore plus petit, eh ben, il va être chopé par le CMH1. Je rappelle juste ici, pour info, que ici la liaison entre le CMH1 et le peptide est non covalent. Okay, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ubiquitine, je répète, ubiquitine et protéine, c'est covalent. Chaperon, protéine, c'est non covalent. Et CMH de type 1 et le peptide, c'est non covalent également. Et il y a juste un dernier endroit où on voit la peptidase. On l'avait vu en cours, pour ça je me permets de vous le montrer, mais pas avec tous. C'était au début de la BioC. Ici, je ne sais pas si vous. Alors, ouais. Alors, ici, c'est. Non, voilà. Ici, c'est la protéine. Alors, ça serait intéressant de le regarder pour ceux qui suivent, de voir ce schéma avant qu'on y arrive, parce que c'est important. Ça, c'est donc le ribosome, petite sous-unité, grande sous-unité, avec l'ARN messager qui commence à se faire traduire. Ok. Alors, aussi, j'ai reçu pas mal de questions sur les NC terminales. Alors, NC terminales, c'est les extrémités de la protéine. 5', 3', c'est les extrémités de l'ARN messager. Donc, lorsque l'ARN messager subit la traduction, ok, eh ben, il va commencer à donner une partie. Ok, donc, ça, c'est le début de la protéine qui continue à se faire synthétiser. Et là, qu'est-ce qui va le reconnaître, ce peptide signal? Okay, c'est le SRP. Okay, vous vous rappelez, le SRP, c'est une particule de reconnaissance du peptide signal qui est couplée au GTP. Okay, ça, c'est très important. On va le revoir, mais maîtrisez-le maintenant, c'est capital. Donc, le SRP en question va permettre, grâce au GTP, de choper ce peptide signal. Ici, ça c'est la figure 5 du chapitre 8, vous continuez. Le SRP, lorsqu'il va reconnaître ici le peptide signal, va l'amener vers la membrane du RE. C'est pour ça qu'on dit qu'à partir du moment où il y a un peptide signal, ben la protéine, avec le ribosome, va vers le RE. Mais il n'y va pas seul, il y va grâce au SRP. Maintenant, vous le savez. Et ce SRP, pareil, dans le vocabulaire, c'est une GTPase. Okay, le SRP, c'est une GTPase. Okay, c'est qu'il va consommer le GTP. On va le voir de suite. Le SRP va l'amener vers le translocon, qui est à côté du récepteur au SRP. Donc, les deux vont être contents d'être ensemble. Et donc, ici, vous vous rappelez, BIP, qui est un chaperon soluble du RE, est là pour boucher le translocon en état physiologique. Et lorsqu'il y a une protéine qui va venir, il va avoir hydrolyse du GTP. Donc ici, le SRP, le récepteur SRP vont hydrolyser leur GTP, ce qui va libérer BIP. Vous voyez, BIP dégage. Et ici, la protéine va commencer à se faire synthétiser. Okay, va se faire synthétiser. Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous me dites, mais il est complètement malade. Alors, je vous parle de ça parce que lorsqu'on n'a plus besoin du peptide signal, il va être coupé. Tout à l'heure, avec Loris, on avait parlé donc de la protéase AAA qui coupe le signal d'adressage à la mitochondrie. Ici, ce n'est pas une protéase de la famille AAA, c'est une peptidase. Okay, vous voyez ici, peptidase, en fait, où elle va être coupée 2 fois. On va le voir ici. Je pense que j'ai un schéma qui le montre bien. Voilà. Donc là, c'est la protéine qui se fait synthétiser. Maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, on va le décocher ici. Donc, premièrement, il y a la peptidase du signal qui va ici décocher la liaison peptidique ici CONH. Et après, dans le deuxième temps, il y a un autre
il y a un autre signal, une autre peptidase qui s'appelle le signal peptidase, qui va couper 2 fois, une deuxième fois ici, pour donner 2 brins ici. OK? Et donc ça, c'est des fragments du peptide signal. Et vous vous souvenez, ça c'est vraiment, ça c'est le avant-dernier schéma du chapitre 4. Le peptide signal, le fragment du peptide signal, lui, il va avoir comme but, en tout cas dans son passage, puisqu'il va aller dans le protéasome, il va avoir comme but de inhiber la calcium-calmoduline. Okay, donc ça, c'est juste la suite de ce schéma. Okay, on va le voir de suite, mais juste d'abord, c'est pour ça que je reviens à ce que tu me disais, Ethel. Donc la peptidase, tu la vois aussi ici, ça coupe une petite partie protéique. Okay, donc ici, dernier schéma du chapitre 4. Dernier, on a dit. Ou avant-dernier. Vous voyez ici, vous voyez le fragment du peptide signal d'adressage du RE, eh ben, il va pouvoir inhiber la calcium-calmoduline. Il va avoir ça comme rôle. Et c'est à que ces 2 endroits où on le voit inhiber quelque chose, en tout cas du calcium-calmoduline. Okay, donc là, ça fait partie aussi du rôle du fragment du peptide signal. Ok, donc il est 18h48. Nous atterrissons dès à présent. Merci de votre attention. Demain, je rappelle le chapitre Merci. 7. Il me semble que j'ai mis sur le groupe le chapitre 7, le cours. Donc, les plus intelligents d'entre vous, pas les plus intelligents, mais les plus malins, on va dire, devront le travailler en amont. Comme ça, ça vous parle quand je vais parler. N'y arrivez pas comme des touristes. Ça serait bien de le travailler en amont. Et puis voilà, demain, si je dois revenir sur ces genres de choses, je reviendrai. Et si je dois refaire ces séances-là un peu de récapitulation, même 20 minutes, une demi-heure comme ça, si ça vous fait du bien, je le ferai à votre demande. Ok, bon courage à tous Ok. et on se voit donc demain. Super, merci.